Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 22 du podcast de Hockey sur demande. Encore une fois cette semaine en compagnie de mon bon ami Stéphane Grenier d'Entre Chum. Salut Stéphane! Salut Max. Yes, écoute, cette semaine, c'est pas compliqué. On scrape tout ce qu'on fait d'habitude puis on se concentre sur les séries éliminatoires. Donc, il n'y aura pas de segment coup de cœur, coup de pied, il n'y aura pas de segment sur réception, il n'y aura pas de retour sur la saison du Canadien. On va se garder ça pour la semaine prochaine. Parce que là, ce soir, c'est le début de la première ronde des séries. Juste pour vous mettre en contexte, on enregistre présentement lundi soir, donc ça devrait apparaître demain. Donc, nos prédictions sont faites alors qu'il y a 2 matchs en cours présentement, mais je pense pas que ça va tant changer nos prédictions. Là, alors que Toronto vient de marquer, justement, je pense que c'est Matthews qui a marqué le deuxième but. Yes! Et, on va faire comme si on ne voyait pas le premier match de ces séries-là. On fait nos prédictions comme s'il n'y avait aucun match de jouer pour faire le plus de prédictions réalistes possible. Donc, Stéphane, écoute, je ne sais pas si tu es prêt parce qu'on a du stock pas pire à passer. Je peux juste dire que j'avais pris ma sauce dans ton pôle des séries. Bon, il faudrait juste que tu n'aimes pas marquer un but. Puis c'est vrai, c'est bien que tu mentionnes mon pôle des séries. Si vous voulez participer à un pôle des séries, allez sur Hockey sur demande, la page Facebook. Je fais toujours ça. On est rendu à 10 ans qu'on fait ça présentement. Ça fonctionne toujours à chaque année. Vous choisissez un match par jour avec le but gagnant puis un système de pointage qui est attribué pour ça. Puis aussi, des fois, je me permets de doubler des points là, pour les matchs 7 ou les matchs où la Coupe cette année peut être remportée. Donc, c'est bien le fun. Puis le monde aime bien ça. Puis tout à peu près 300-400 personnes qui participent à chaque année. Donc, oui. Facile et agréable. C'est du stock. Écoute, on va y aller avec les séries dans l'Est en premier. Puis après ça, on va faire l'Ouest. On ne va pas tout mélanger ça. Puis on va y aller avec la première série, dont un match est en cours présentement. Et c'est le premier match là, qui a débuté le tout. Les Bruins face aux Hurricanes de la Caroline. Donc, le Bruins. Donc, du côté des Bruins et les Hurricanes, 3 affrontements en saison régulière. Les Hurricanes qui ont remporté les 3 matchs en prolongation, donc des matchs assez serrés à chaque fois. Si on fait juste un petit comparatif des stats, l'avantage numérique des Hurricanes est terminé au 13e rang versus 15e rang pour les Bruins, donc assez semblable. Le désavantage numérique, les Hurricanes ont le meilleur à travers la ligue. Ouais. Les Bruins sont dans le top 10 avec au 9e rang. Sinon, moyenne de but marqués, plutôt, les Hurricanes sont 9e dans la ligue, les Bruins 15e. Et au niveau des buts alloués, les Hurricanes sont premiers et les Bruins 4e. Donc, 2 bonnes équipes défensives dans l'ensemble. Écoute, Stéphane, on va y aller, si tu veux, avec une idée générale de cette série-là avant d'y aller avec les points par points, soit l'attaque, la défensive et les gardiens. Mais overall, là, qu'est-ce que tu penses de cette série-là entre les deux équipes? Écoute, c'est une série qui va être fun à voir jouer. Moi, je pense que c'est la nouveauté avec les Hurricanes, une nouvelle équipe que depuis peut-être 2 ou 3 ans, on cherche à découvrir. Un bon modèle de hockey présentement qui va bien avec des jeunes qui poussent. Donc, ça va être le fun de voir ça. Pas une équipe qui marque, tu sais, qui ont beaucoup de joueurs à 100 ou 100 quelques points. Donc, mais c'est une équipe qui est vraiment bonne ensemble. Et puis, j'ai hâte de voir comment ça va marcher. Avec la grosse machine de Boston, écoute, ça fait longtemps que Boston les voit dans les séries. On semble qu'à chaque année dire que les Bruins vont s'affaisser, ne feront pas les séries, mais ils les font encore. Donc, encore 51 victoires cette année au niveau des Bruins. Est-ce que l'expérience de Marchand, de Bergeron va suffire à passer les Hurricanes? On va probablement le décortiquer, mais je pense que ça va être une série qui va être pas mal plus fun qu'on pense. Écoute, je pense que tu pourrais pas mieux résumer ça, cette série-là, dans le sens que du côté des Hurricanes, on est un peu la nouvelle ère là, qu'on tente de créer avec les Canes. Du côté des Bruins, ça fait plusieurs années qu'on roule notre boss. À chaque fois, on pense qu'ils ne font pas les séries, réussissent toujours à les faire. Fait que c'est un peu le choc pas des générations, c'est pas le terme que je veux mentionner, mais un peu le choc des ères. Là. On a l'ère 2010 jusqu'à 2020, là, que c'était pas mal l'ère des Bruins en général. On a raté rarement les séries dans ces années-là. Alors que du côté des Hurricanes, ça a été le contraire, ça a été plus difficile. Et là, comme tu as dit, depuis les 2-3 dernières années, les Canes là, qui sont en train de prouver qu'ils deviennent vraiment une bonne machine de hockey, du moins sur la glace. Donc, ce serait intéressant de voir là, si les Hurricanes vont vraiment prendre le flambeau et battre les Bruins. Mais on va y aller avec un comparatif aux 3 niveaux, attaque défensive et gardien de but. Du côté de l'attaque, à qui tu donnes l'avantage? Je vais donner aux Hurricanes, juste parce que je pense qu'ils sont plus explosifs. On a un bon trio du côté des Bruins de Boston avec Marchand, Pasternak puis Bergeron. Mais je pense que du côté des Hurricanes, on a peut-être un petit peu plus de jeunes là, avec les Terry Vinen de ce monde, avec les... Je pense qu'on a plus Svechnikov, des choses comme ça. Donc, on a peut-être plus de profondeur
Il n'y a pas juste une ligue qui va marquer. Tandis que Boston, je pense que ça va encore tenir à aller seulement les 3 ou 4 joueurs là, qu'on connaît. Donc, moi, je vois un avantage pour les Hurricanes. Même chose pour moi du côté des Hurricanes, là, lorsqu'on on se permet d'avoir des gars comme, entre autres, Nino Dinnerwriter sur la 3 ou la 4, Martin Nikas aussi sur la 4. Ça en dit long un peu sur la profondeur à l'attaque. C'est Jordan Staal aussi qui est très bon, joue sur une troisième ligne. Un bon vétéran. Un bon vétéran aussi. Plusieurs joueurs là, qui peuvent marquer des buts dans cette équipe-là. Du côté des Browns, si tu réussis à neutraliser Marchand, Bergeron et Pasternak, tu neutralises pas mal, quasiment 60%, 70% de l'attaque des Bruins. Oui, tu as des Taylor Hall à côté, tu as des Hall mais DeBrusque, mais ce n'est pas des joueurs qui peuvent accoter nécessairement là, ce que les Bruins, pas les Bruins, mais les Hurricanes peuvent apporter comme apport offensif. Donc, d'accord avec toi, je pense que les Hurricanes ont le dessus là, du côté de l'attaque. Puis j'aurais envie de dire aussi en défensive, du côté des Hurricanes, je pense qu'on a le dessus également. C'est pas des noms, là, des super vedettes, si on veut. Si on n'a pas de Victor Hedman, on n'a pas de Cale Makar, on n'a pas d'Adam Fox, mais tu sais, des gars comme Jacob Slavin qui fait du travail plus qu'honnête, des Brett Pesci aussi, des Tony DeAngelo qui est on peut critiquer tout ce qu'on veut sur lui en dehors de la glace au niveau de ses opinions et tout ça, mais sur la glace, quand même un bon joueur de hockey. Brady Shea aussi, c'est un bon joueur défensif. Du côté des Bruins, j'aime beaucoup, par contre, la paire McAvoy-Lindholm. Oui. Oh, mais je pense que c'est en dessous de ça que ça va peut-être se gâter. Là. Oui, il y a Brendan Carlo sur la deuxième paire. Grizzly qui n'est pas mauvais non plus. Mais je trouve que la profondeur en défensive du côté des Hurricanes est meilleure que celle des Bruins. Oui, puis j'ai hâte de voir comment ils vont matcher up les défenseurs. Tu sais, Clifton puis Forboard, c'est pas des défenseurs très mobiles, donc j'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça contre probablement les bons joueurs d'attaque du côté de l'Hurricane. Comme tu dis, je pense que la défensive vont y avoir aussi du côté des Hurricanes. Maintenant, 3-0 pour Toronto en passant. Je suis content de voir ça. Donc, on a peut-être un petit peu plus, mais on va parler de DeAngelo un petit peu. Je pense que c'était un bon retour aux sources pour lui. N'a jamais eu vraiment l'appui que les fans ont pu lui donner. Il n'a pas fait des bonnes choses non plus au cours des dernières années. Il a toujours été un très bon défenseur. Puis là, on l'a vu cette année encore. Donc, c'est un gars qui va probablement apporter son grain de sel offensivement. J'ai vraiment hâte de voir ça. Puis tantôt, je pense que tu as dit les 3 affrontements contre eux autres cette année, ça avait été serré, tu m'as dit tantôt? Si je me fie à l'analyse de Sportsnet... 6-0 pour Caroline, 7-1 Caroline, puis 3-0 Caroline. C'est ce que j'ai vu. Du côté de Sportsnet, ils ont chié un petit peu dans la pelle parce que c'est vraiment indiqué que c'est 3 défaites en prolongation qu'il y aurait eu dans cette série-là. Fait que je pense que ce sont juste on a peut-être peut-être moi qui ai mal interprété les fiches, là, mais d'habitude, quand c'est 0-0-3, ça veut dire aucune victoire, aucune défaite, puis 3 en bris d'égalité. Mais bon, c'est peut-être moi qui ne sais plus lire. Mais... on va envoyer j'ai hâte de voir ça. Ça va être une bonne série. On va envoyer une à Sportsnet. Donc, je pense que ça va être le fun. Puis, comme tu dis, je pense que c'est une nouvelle ère avec les Hurricanes. Tu sais, je ne sais plus comment ils les appelaient, Don Cherry, là, les bunch of... c'est pas trop quoi, là, mais... Bunch of jerks. Bunch of jerks, mais je pense qu'au fil des années, on a compris que les Hurricanes, vraiment, ils ont un excellent entraîneur. Ça fait plusieurs temps qu'il est là, donc on commence à le connaître. Puis je pense que son équipe est vraiment à son image. Donc, c'est vraiment le fun de voir comment que ça va avec les Hurricanes. Mais comme je t'ai dit, est-ce que Frédéric Anderson est encore day-to-day? Ce soir, c'est Ranta, je pense, qui est dans les buts. C'est Ranta qui a démarré le match. Donc, fait très bien, mais c'est surtout probablement qu'on a hâte de voir Anderson dans les filets qui a connu toute une saison cette année après avoir connu une année plus difficile l'année passée avec les livres, justement. Donc, on n'a pas beaucoup de blessés, je te dirais, importants du deux côtés de ces équipes-là. Donc, je pense que ça va être une guerre de tranchées là, en espérant que ça soit plus serré qu'on le pense. Devant le filet, moi, je pense que c'est égal. Je pense pas que Ranta a nécessairement le dessus là, sur Hallmark ou Anderson. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'équipe qui a un gros avantage là-dessus. Les deux équipes possèdent un bon gardien numéro 2 aussi. Du côté des Bruins, on a le jeune Jeremy Swayman qui a démontré qu'il était capable de jouer dans cette ligue-là. Puis sinon, du côté des Canes, lorsqu'Anderson sera de retour, on va miser également sur un bon duo. Donc, en cas de blessure, je ne pense pas qu'il y ait une équipe qui va être plus avantagée que l'autre avec son deuxième gardien. Exact. D'accord avec ça. Donc, on y va avec notre prédiction. Je te laisse aller en premier. Moi, je pense que ça va être Caroline en 6. Je donne quand même d'un match à domicile à Boston, un match à l'extérieur, puis je pense que ça va se finir en 6 pour Caroline. Moi, je pense que ça va être une série qui peut aller en 7. Ah ouais? Ouais, je pense que du côté des Bruins, à chaque fois, on les sous-estime, puis oui, il faut arrêter Marchand, Pasternak et Bergeron, puis en principe, on devrait gagner, mais ces joueurs-là réussissent tout le temps à récolter des points pareils depuis des années, même si ça fait des années que c'est juste ce trio-là qui marche pas mal du côté des Bruins en général.
Mais je pense que Boston a quand même une bonne petite équipe là, pour rivaliser avec les Canes, mais je vois quand même la Caroline là, sans finir gagnant de cette série-là. Deuxième série, un autre match qui est en cours présentement, puis tu as fait un petit update de score tantôt, c'est déjà 3-0 pour les Leafs. Donc, Toronto face à Tampa Bay. Bon, écoute, du côté du Lightning, on a une équipe qui a gagné 2 fois la Coupe Stanley lors des 2 dernières années. Du côté des Leafs, on tente depuis des années d'essayer de passer la deuxième ronde. Ça ne marche jamais. Non. L'année passée, ça passait près, mais ils ont choqué contre le Canadien en perdant 3 matchs de suite après avoir mené cette série-là 3-1. Cette année, entre les deux équipes, là, tu me mets dans le doute un peu parce que là, je ne sais plus trop comment interpréter les fiches sur Sportsnet. Mais en principe, les deux équipes ont remporté chacun 2 matchs. Oui, exactement. Donc, c'est quand même assez serré. Si on regarde du côté des statistiques en général, l'avantage numérique, les Leafs ont le meilleur avantage numérique de la Ligue depuis le début de la saison. Ils sont premiers du côté des, pas des Maple Leafs, mais du Lightning. Ils sont 8e, donc top 10 aussi. C'est quand même fou. 27% en power play, là, c'est c'est du stock. Sinon, les avantages numériques, les deux équipes qui, en fait, il y en a une qui est dans le top 10 aussi avec les Leafs 8e. Le Lightning est tout juste en dehors du top 10 avec 11e et 80% d'efficacité. Au niveau des buts marqués, les Leafs sont 2e avec 3,80, donc quasiment 4 buts par match. Le Lightning, 3,48 pour le 7e rang. Donc, encore une fois, les deux équipes dans le top 10. Pour les buts accordés, c'est là que ça se gâte un petit peu. Du côté des Leafs, 19e à travers le circuit, on accorde 3 buts par match. Alors que du côté du Lightning, on est 6e avec 2,78. Ce soir, ça paraît pas bien, par exemple. C'est quand même fou quand on regarde ça parce que c'est juste 0,30 de différence, mais on parle de, tu sais, dans le 26e, je pense, c'est quoi, 26e à 8? C'est ça que tu as dit? Pour les buts, les positions? Les buts accordés, c'est 19e versus 6e. On s'entend là pour plus juste 0,30. Fait que ça ne prend pas grand-chose dans les matchs. Moi, je pense que cet affrontement-là, c'est, comme tu dis, 2 victoires, 2 défaites. Si on parle des 2 derniers matchs, par contre, Tampa Bay a écrasé Toronto 8-1 le dernier match, le 21 avril. Puis avant, c'était le Toronto qui a quand même bien joué 6-2 contre le 4 avril. Donc, moi, je pense que ce que je trouve le fun avec cette série-là, c'est que pour la première fois de ma carrière, la première fois de ma vie et ma carrière que j'écoute le hockey, je vais prendre pour Toronto. Pourquoi? Parce que je suis plus capable de je suis plus capable de voir Tampa Bay. Ce qui est aussi incroyable, c'est que Stamkos 106 points, Matthews 106 points, malgré qu'il a manqué quand même 5 matchs en fin de saison. Edmund 65 assistances, Marner 62. Donc, Victor Edmund il sera encore un gros pilier défensif du côté du Lightning. Puis on a le combat qu'on peut dire peut-être Goliath contre le jeune. Donc, Vasilevski avec 39 victoires, qui est d'après moi la pierre angulaire de cette équipe-là contre Campbell. Jack Campbell va-t-il réussir à remporter ce duel-là? Je pense que c'est la grosse question, mais je pense que c'est pourquoi que les gens doutent un petit peu aussi des Maple Leafs. Oui, on la fameuse gigue là, de la première ronde qui perd tout le temps, mais j'ai l'impression que cette équipe-là, cette année, a un autre vibe. Je sens quelque chose de différent avec les Leafs. Il faut en parler, faut en parler aussi. Il faut le dire. Matthews a un but ce soir, mais 60 buts cette saison. Donc, ça, il va falloir que ce joueur-là fonctionne. Puis, je m'en venais dans l'auto tantôt, puis j'ai regardé les statistiques chez Sportsnet, moi aussi, puis j'écoutais le podcast Sportsnet, puis il disait que c'est drôle, cette année, Edmonds a seulement eu 5 minutes de temps de jeu contre Matthews et Marner dans les rencontres qu'ils ont joué. Puis Matthews a eu quelque chose comme 12 ou 13 buts contre le Lightning. Donc, c'est quelque chose, d'après moi, qui ne se fera pas en série. D'ailleurs, Victor Edmonds va jouer à peu près 30 à 32 minutes par match. Donc, on ne devrait pas voir beaucoup la défensive autre le contre Edmonds, le contre Matthews. Si on y va maintenant avec les catégories du côté de l'attaque, je sais que Toronto, techniquement, a une meilleure attaque, là, si on suit au but marqué là, parmi le début de la saison. Mais si je me fie vraiment au match-up Toronto-Lightning, moi, je pense que je donne avantage à Tampa Bay. Du côté de Toronto, encore une fois, c'est pas mal les 4 têtes d'affiche qui vont faire le travail. Le Tavares, Matthews, Nylander, Marner. Après ça, il va falloir que certains joueurs se lèvent, là, que ce soit les Kerfoot ou les Makiev, peu importe, qu'il y ait des joueurs qui se lèvent dans cette équipe-là. Mais je donne quand même l'avantage à Tampa Bay, je pense. Du côté de Tampa, on a Stamkos, Kucherov, Matej Chiarelli pour faire le travail. Il y a Braden Point aussi. Il y a Eagle, que je sais que depuis la transaction, on n'a pas récolté tant de buts que ça, mais c'est quand même un atout aussi du côté de Tampa Bay.
Donc, moi, je donne l'avantage à Tampa, mais je pourrais très bien comprendre ceux qui donnent l'avantage à Toronto. C'est vrai qu'ils ont une belle attaque aussi. Mais je trouve qu'au niveau de la profondeur, c'est peut-être plus Tampa qui l'a à ce niveau-là. Ouais, moi, ce qui me chatouille un petit peu avec Tampa Bay, puis je vais prendre Toronto pour cette fois-là, je pense que c'est la constance. Donc, leur meilleur deuxième, on va dire, en points, c'est Victor Edmond. Kucherov a fait quand même 69 points en 47 rencontres, mais on n'a pas eu personne qui a pris l'avantage dans cette équipe-là. Tu sais, le quatrième meilleur scoreur, c'est Alex Killorn avec 59. Braden Point a eu quand même du succès, mais a été blessé. On parle beaucoup d'Anthony Cirelli aussi, qui a fait une bonne saison, mais si tu regardes du côté de Toronto, excuse-moi, tu as Mitch Marner à 97, William Nylander à 80, Tavares à 76, Morgan Riley à 68, puis on oublie souvent, mais Michael Bunting est blessé présentement. Donc 63 points en 79 rencontres. Donc si on peut voir Bunting rentrer dans cette série-là, je pense que ça va faire la différence. Au niveau de l'attaque, moi, je la mets vraiment pour Toronto. Je pense qu'on est plus explosif du côté de Toronto. On a peut-être beaucoup plus d'expérience du côté de Tampa Bay. On a gagné les Coupes cette année, on sait ce qu'il faut. Mais j'ai l'impression que dans des matchs qui vont être un petit peu moins serrés, Toronto va s'amuser un peu comme à soir. Mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer quand ça va être plus serré. Là-dessus, je te donne un point là-dessus, mais moi, je vais quand même prendre Toronto. Défensivement, moi, honnêtement, j'ai de la difficulté à dire que Toronto a de meilleure défensive quand tu as des Edmund, des McDonough, des Sergachev de l'autre côté. Évidemment. C'est les trois têtes d'affiche en défensive. Du côté des Leafs, on a Morgan Riley. On a Jake Muzzin. Ce pas des mauvais défenseurs, mais je pense que au niveau de la qualité et de la profondeur, je donne l'avantage à Tampa Bay. Oh, c'est sûr, puis c'est sans crédit. Je pense probablement la meilleure défensive. Je te dirais même des 3 à 4 dernières années. Oui, on a eu 2 Coupes Stanley. On a perdu aussi en première ronde contre les Blue Jackets en 2019. Mais on avait quand même un bon noyau. Mais là, on a un Sergachev qui a connu la victoire, qui est plus fort. On a un Edmund qui, malgré tout, est encore très performant. Mais oui, 100%, là, on n'a vraiment aucune discussion à avoir là-dessus. Là, Tampa Bay, ça va vraiment se passer par la défensive, en espérant que la défensive tienne. Devant le filet, encore une fois, je pense que la question ne se pose pas. Je pense que je prends Vasilevski 100% du temps devant Jack Campbell. 100% Oui, du temps. mais je pense ce soir, qu'on est à la c'est croisée peut-être des pas chemins. vraiment ce qui se passe, là, mais quand même, je prendrais Vasilevski anytime. Oui, je suis d'accord, mais cette année, il n'a pas connu, une bonne saison parce qu'on a une bonne équipe devant lui. On a une bonne défensive aussi, mais Vasilevski n'a pas été très dominant cette année. En tout cas, moi, je le vois dans le top 3 cette année des goalers, mais je ne le vois pas premier sans aucun doute. Je pense que cette année, on aurait peut-être une chance au niveau de Toronto des battre. Pourquoi? À cause de ça. Je pense pas que Vasilevski probablement est à 100%, mais je pense que Vasilevski est un peu plus chancelant cette année. Donc, je pense que si Toronto veut gagner contre le Lightning, il faut que ça se passe. Puis même à ça, j'ai hâte de voir que si le Lightning continue, comment ça va aller contre les autres machines dans l'Est. Mais là-dessus, oui, Campbell deuxième, Vasilevski premier pour l'expérience, pour tout. C'est un gardien exceptionnel. Là. Ça a été probablement un des meilleurs gardiens des 5-10 dernières années. Mais je pense que cette année a peut-être une chance avec l'attaque. C'est vraiment le punch offensif de Toronto, moi, que je vais voir, là, qui va peut-être déstabiliser un petit peu la défensive. Puis Vasilevski, qui n'est pas habitué de recevoir autant de lancers en playoff. Donc, c'est le moment de faire nos prédictions finales de cette série-là. Je vais aller en premier pour celle-là, vu que tu es là en premier pour LA Bruins et les Hurricanes. Même si le match de ce soir ne semble pas aller en faveur du Lightning, moi, je pense que Tampa va remporter cette série-là, malheureusement, parce que moi aussi, je suis tanné de voir Tampa. Mais là, je pense que ce soir, cette claque-là au visage de Tampa, ça va leur faire du bien, puis ils vont se remettre à jouer au hockey, là, comme du monde. Est-ce que ça va être en 6 ou en 7? Moi, je m'attends à une longue série entre les deux équipes. Oh, oui. Mais je sais pas, on dirait que j'ai l'impression qu'à un moment donné de Toronto, ça va s'écrouler encore leur affaire. Fait que je vais y aller, en 6. Hein. Je vais y aller audacieux, même si ce soir, j'ai déjà une prise contre moi, là, mais je vais y aller en 6 pareil. Je pense que la défaite de ce soir, là, la défaite de ce soir, c'est sûr qu'il reste encore pas mal de temps, là, mais je pense que la potentielle défaite de ce soir, plutôt, je devrais dire, va réveiller un peu Tampa, là, parce que là, tu sais, on entre en série, on est invaincu depuis. Invaincu. On aura remporté la Coupe cette année dans les 2 dernières années, fait qu'on flotte un peu. Peut-être un peu de overconfidence, peut-être un surplus de confiance, mais ça, cette défaite-là, ce soir, si ça arrive, ça va les ramener sur terre. Je pense qu'ils vont repartir en business pour la prochaine game. C'est une bonne prédiction. Moi, je pense que c'est quasiment un coup de dé ou un 25 cents qu'on peut lancer. Moi, je pense que ça va se finir en 7, mais je prends pour Toronto parce que je suis plus capable de voir le Lightning, point final. Moi, je prends pas pour Toronto. Pour vrai, je veux qu'il s'écroule encore, mais prochaine série, là, je veux que tu n'aimes pas perdre. Non, il faut pas, là. Il faut arrêter. Il y a une belle équipe à Toronto. J'ai appris à les découvrir cette année. Mon frère est un gros fan de Toronto là, avec l'attaque offensive. Puis
Autant qu'au début, il me tapait ses nerfs avec ses posts sur Facebook, que j'ai appris un petit peu à connaître cette organisation-là. Il y a du beau talent. Je pense pas qu'ils sont. Je pense qu'ils sont rendus là. Faut un peu comme les Capitals ou un peu comme Tampa Bay, là, 3 ou 4 ans. Je pense que c'est cette année, s'ils peuvent faire un push, ça va être dans l'Est, ça va être cette année. Prochaine série qui s'annonce assez intéressante parce que c'est pas la première fois que ces deux équipes-là s'affrontent dans les dernières années, puis ça a toujours donné des bonnes séries. Les Rangers face aux Penguins de Pittsburgh. Si on se fie aux affrontements là, depuis le début de la saison, je crois que c'est les Rangers qui ont eu le dessus avec 3 victoires en 4 matchs. Si on regarde sinon au niveau des statistiques, au niveau de l'avantage numérique, les Rangers 4e versus 19e pour les Pingouins. Le désavantage numérique 7e du côté des Rangers face à 3 du côté des Pingouins. Donc un bon désavantage numérique. Les buts marqués, étrangement, avec toute l'attaque que les Rangers ont, on aurait pu penser que c'est eux qui auraient le dessus, mais non, ils sont 16e seulement pour les buts marqués dans la Ligue versus 11 pour les Pingouins. Donc les Pingouins, sur papier, auraient une meilleure attaque. Et sinon, pour les buts alloués, eh bien, on a un deuxième rang du côté des Rangers. Un gros merci à Chesterton qui a connu toute une saison cette année. Quelle saison! Et 5 du côté des Pingouins. Donc, eux aussi sont dans le top 5. Donc, une très belle confrontation à se mettre sous la dent. Écoute, je regarde les deux formations, puis honnêtement, je donnerais tout le temps l'avantage aux Rangers, peu importe que ce soit attaque, défense, puis gardien. Mais dans ma tête, je ne suis pas capable de mettre les Pingouins perdants de cette série-là. On dirait que les Pingouins, déjà, je les ai très, 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 très sous-estimés en saison régulière. Je les avais même pas mis en série. Non, on était deux, je pense. C'est dur de gager contre un Sidney Crosby, un Christopher Letang et un Evgeny Malkin en série. C'est très dur. Ah, c'est très dur. Puis écoute, je pense que je les avais mis 4e, moi, puis finalement, on fini 3e. Écoute, c'est toute une saison pour les Penguins de Pittsburgh. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que Sidney Crosby a fini premier compteur de l'équipe encore en 69 rencontres avec 84 matchs. Ils ne sont jamais à prendre à la légère. Ce qui est intéressant, les Rangers ont gagné 3 rencontres contre on a parlé, mais c'est quand même des rencontres qui étaient serrées à part celle là, du 25 mars. Toronto 4-0. Donc, à part le 25 mars, ça finit 5-1 pour les Rangers, mais il n'y a aucun rencontre qui s'est rendu en prolongation. Donc, on a toujours réussi à gagner les 2 matchs serrés avant la prolongation. Donc, ça, c'est un fait que je vais tenir aussi voir en ces deux équipes-là. Moi, je pense que peut-être un peu l'inexpérience des Rangers va peut-être les couler dans cette série-là. Je pense qu'on a un dernier push au niveau des Pingouins. Là. Je pense que c'est Sidney Crosby de ce monde, les Evgeny Malkin sont en forme. Veulent pousser vraiment vers une autre grande course en série. Et je pense que ça va bénéficier les Rangers de ce côté-là. On a quand même des blessures des deux côtés. Zucker qui est blessé du côté des Pingouins. On a Tristan Jarry aussi qui est blessé du côté des Pingouins, qui est day-to-day. Est-ce qu'on va le voir demain ou on va le voir la prochaine semaine? Probablement qu'on souhaite ça du côté des Pingouins. Du côté de New York, on a quand même Panarin qui est day-to-day avec une blessure au haut du corps. C'est pas mal la seule personne, je pense, qui est intéressante, à part Andrew Copp, là, aussi, qui est blessé. Mais écoute, ça va être un duel, comme tu dis, à part Chris Kreider à 52 buts, on attendait peut-être plus du côté des Pingouins. On a Panarin aussi, des Rangers. On a Panarin à 96 points aussi qui n'est pas négligé. Mais je pense que ça va jouer aussi avec une bonne relance. Que Christopher Letang, il ne faut pas l'oublier en playoff. C'est des gars qui ont beaucoup d'expérience. Mais comme tu dis, je suis mitigé. J'ai la misère à voter contre les Pingouins. Mais je n'irais pas non plus que les Rangers passent. Ça serait le fun pour l'organisation aussi. Si on y va maintenant aspect par aspect du côté de l'attaque, je disais tantôt que je donnais pas mal tout l'avantage aux Rangers, mais je pense que l'attaque, je vais y aller avec les Pingouins. Ouais. Je préfère de loin la ligne de centre des Pingouins à celle des Rangers. On a Zibanejad, Strome et Chytil du côté des Rangers. Ouais. Du côté des Pingouins, on a quand même Crosby, Malkin et Jeff Carter qui vieillit, mais réussit tout le temps à aller chercher des gros buts normalement en série. Et même du côté des ailes, moi, ce qui m'inquiète du côté des Rangers, ça va être la production secondaire. Parce qu'une fois que Chris Ryder, Zibanejad et Panarin, si maintenant sont blanchis un soir, qui va marquer des buts? Lafrenière, on sait que c'est une saison un peu en 2 temps. Je pense qu'il a quand même franchi le plateau des 20 buts, mais il n'y a pas eu beaucoup de. Je pense pas que c'est lui qui va transporter l'attaque sur ses épaules. Capo Caco, ça aussi, c'est un autre joueur qui n'est pas très dominant. Andrew Copp, c'est comme bof. Je veux dire, c'est pas hyper sexy du côté des Pingouins. Mais je pense que l'acquisition de Rickard Rakell va faire du bien aux ailes des Pingouins.
On a quand même des Ross, des Gensel, Heinen qui n'est pas si mauvais que ça, Kapanen qui peut aller chercher des buts aussi. Ryan Strome, je pense qu'on oublie, là, mais Ryan Strome pourrait peut-être faire un petit peu la différence. Mais... Oui, mais si, mettons, je me fie aux confrontations versus confrontations, premier centre du côté des Rangers, tu as Zibanejad versus Crosby. Je prends Crosby avant. Deuxième centre, tu as Malkin face à Strome. Je prends Malkin avant aussi. Fait que, puis je te dirais même que troisième centre, je prendrais Carter avant Cheetil également. Fait que juste là, ça vient de répondre à ma question pas mal pour l'attaque des Pingouins. Je pense que je préfère celle des Pingouins à celle des Rangers. Mais c'est sûr que si du côté des Rangers, on obtient cette production-là secondaire des Cops, des Lafrenière, des Capo Caco, là, ça pourrait changer la donne, mais je ne suis pas très confiant que ça va arriver. Non, je suis d'accord. Puis j'ai hâte de voir aussi comment on va utiliser Ryan Reeves. C'est un gars qu'on... On regarde les autres équipes dans l'Est, ils sont tout le temps durs à cuire, mais j'ai hâte de voir comment que les Pingouins vont réagir. On a Brian Boyle du côté des Pingouins, mais on ne sait pas un gars qui va dropper les gants, il n'est plus rendu là. Mais j'ai hâte de voir comment que ça va aller. Mais effectivement, au niveau des centres, je prends les Pingouins 100%. Même les ailes, je prends les Pingouins 100%. Faut oublier qu'on a un Jake Wenzel aussi à 40 buts, là, qu'on parle jamais, malheureusement. C'est un joueur qu'on parle jamais. Mais ça va être un gars qui va pouvoir mettre des buts aussi au compteur. Donc, si Sidney Crosby et Malkin sont en forme, je peux vous assurer que les joueurs des ailes vont recevoir la puck à la palette. Donc, ça risque de rentrer. Mais je pense que ça va être une série beaucoup plus serrée qu'on pense. Chesterkin, je ne sais pas comment dire son nom, là, mais lui, là, Tu l'as le bien dit, goaler, Chesterkin. Chesterkin. Donc, va probablement être la source. Là. On va en parler d'autres pour les goalers qu'on préfère, mais je pense que ça va être unanime. Mais je pense que ça va passer par lui. Défensive, celle-là, par exemple, je la donne aux Rangers. Là, je pense que les Adam Fox, les Jacob Trouba, même le jeune Braden Schneider qui n'est pas mauvais. Oui. On a Kendra Miller aussi qui est un bon jeune, Ryan Lindgren. Du côté des Pingouins, on a le temps, mais après ça, c'est pas des mauvais défenseurs, mais c'est pas la même profondeur que les Rangers. Non, non, du tout. C'est vraiment offensif. C'est surtout que c'est. Si tu penses qu'ils font leur défensive du côté des Pingouins, ça va être en comité, mais ça va être surtout les avants qui vont venir aider la défensive. Tu as raison. Puis même au niveau offensif, au niveau des défenseurs, on y va 100% avec New York. Là. Si Adam Fox peut connaître des bonnes séries, ça va probablement être un très bon match-up. Le temps à Fox, ça va être super le fun à voir du côté de ce match-up-là. La jeunesse contre la vieillesse, on peut dire ça de même pour que ça fasse le temps. Donc, non, ça va être intéressant à voir qu'est-ce qui va se passer du côté défenseur, du côté des Rangers, si on va être capable de maîtriser la rondelle assez pour permettre à l'offensive de scorer versus la grosse offensive de Pittsburgh, ou vraiment voir comment que les Pingouins vont jouer en comité pour vraiment s'assurer qu'il y a de moins en moins de tirs sur des Rangers du côté des goalers qui vont goaler là, du côté des Pingouins. Devant le filet, ben, ça, je pense pas que c'est une question qui se pose vraiment. Là, même si Jarry a bien gaulé cette année, je pense que Chesterkin a l'avantage dessus. Puis je pense aussi qu'en cas de blessure, les Rangers sont mieux avec Georgiev qu'avec Casey DeSmith là, du côté des Pingouins. Donc je pense pas qu'on va avoir un long débat là-dessus. Là. Avantage des Rangers pour le gardien. Non, puis écoute, on pourrait avoir un duel assez drôle si jamais il y a deux gardiens qui se blessent. Ça, c'est Keith Kincaid du côté des Rangers, puis on a Louis Domingue du côté des Pingouins. Donc si jamais ça va mal dans cette rencontre, puis on a des blessés, ça pourrait être drôle de voir ça. Ouais, mais mettons que je souhaite pas trop ça. Non, je sais. Bon, fait que la prédiction. Oh, t'as un peu, là, je viens d'avoir une notification que la réunion va se terminer dans 10 minutes. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, remaining meeting time. Ben oui, d'habitude, ça faisait pas ça avant. Qu'est-ce que c'est ça? Attends un peu. Ouais, fait que la prédiction, tu y vas avec quoi? Écoute, moi, je vais aller avec les Pingouins en 7. Je vais faire une longue série d'après moi, mais écoute, j'ai vraiment un coup de 25 cents. Là. Je vais aller parce que Crosby, le temps, puis je pense qu'ils ont encore du gaz un peu dans le tank. Mais je ne serais pas surpris que New York passe. Fait que je vais aller avec les Pingouins en 7. Ben écoute, je pensais te surprendre en disant les Pingouins, mais non, moi aussi j'ai mis les Pingouins. Je pense que ça va être le petit upset là, du côté dans l'Est. Encore une fois, on a donné 2 catégories sur 3 aux Rangers, mais je suis juste pas capable de mettre les Pingouins hors des séries. Leur expérience est tellement importante. Puis quand tu as le meilleur joueur au monde ou un des meilleurs joueurs au monde dans ta formation, c'est un peu dur de gager contre lui. Surtout un gars comme Crosby qui est tellement un gars qui est compétitif et que lui, les séries, là, c'est sa tasse de thé. Fait que non, je suis pas capable de dire que les Pingouins vont perdre cette série-là. Non, effectivement, je suis d'accord avec toi.
Prochaine série qui va closer dans l'Est, les Panthers face aux Capitals. Ça va en être une bonne aussi. Du côté des Panthers, on a remporté 2 des 3 matchs dans cette confrontation-là. Si on regarde rapidement les statistiques, du côté de l'avantage numérique, là, il y a une bonne différence. 5e rang pour les Panthers, 23e rang pour les Capitals. Et pourtant, on a Ovechkin, Kuznetsov, Carlson, mais seulement 23e rang pour les Caps. Le désavantage numérique, ça se ressemble un petit peu. 16e rang du côté des Panthers, 12e du côté des Caps. Moyenne de buts marqués, là, on a une bonne, pas une bonne différence. Les deux équipes sont top 10 quand même. On a un 4,11 pour les Panthers pour le premier rang, 3,9 pour les Caps pour le 10e rang et pour les buts accordés. On est 12e rang du côté des Panthers, 13e rang du côté des Capitals, donc très similaire. En fait, les deux sont à 2,95. Donc, c'est carrément pareil. Est-ce que les Panthers vont accéder au prochain niveau cette année, du moins battre les Capitals de Washington au premier tour? Il faut. Il faut, honnêtement. Il faut. Moi, c'est sûr qu'on en surprend pas un. Je pense que 95% des gens vont prendre des Pingouins, pas des Pingouins, des Panthers pour ça. Par contre, j'ai hâte de voir comment ça va se passer au niveau des Caps. C'est pas une équipe qu'on va prendre à la légère. Mais il ne faut pas oublier 3 rencontres entre les deux. Cette année, 3 rencontres qui se sont passées entre les deux équipes. Ça a été quand même très serré. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Les Panthers qui ont gagné 2 fois sur 3, dont un en overtime. Donc, 5-4, 4-3, 5-4. Donc, ça va être des rencontres très serrées. J'ai vraiment hâte de voir cette série-là. Moi, je pense que ça va être la meilleure série dans l'Est. Je pense que Ovechkin veut en donner plus, va mettre en sorte qu'ils vont en donner plus pour les deux équipes, mais on a tellement une belle machine au niveau des Panthers. Il y a beaucoup de monde qui les ont vus en finale même gagner contre l'Avalanche. Je sais qu'il y a des posts tantôt de voir pour les poules, pour les séries. Donc, écoute, ça peut aller tellement vite comme ça peut être tellement long. Par contre, je pense qu'on a un avantage du côté des Panthers au niveau des gardiens de but. Ça, là-dessus, je pense qu'on a un avantage là-dessus. Donc, ouais. OK. Attaque. Moi, je pense que du côté des Panthers, on a beaucoup plus de profondeur que les Caps. Non, c'est sûr, certain. C'est tout simplement ridicule là, du côté des Panthers. On a une force de frappe assez hallucinante. J'ai rien d'autre à dire. Je pense que du côté des Panthers, là, on est équipé pour la guerre. Là. Surtout avec les acquisitions de Reinhardt, entre autres, là, qui a donné un souffle majeur à cette équipe-là. C'est de loin la meilleure attaque de cette série-là. Même si on a les Ovechkin et Kuznetsov d'un bord, on a Barkov, Huberdeau, on a Bennett qui joue bien, on a Reinhardt. Trop d'options à l'attaque du côté des Panthers. Trop d'options, puis on l'oublie, là. Il y a une rumeur ce matin, j'ai vu ça passer sur Sportsnet puis sur RDS. Aaron Ekblad pourrait être prêt pour la première rencontre des séries. Ça, c'est gros, là. C'est vraiment gros au niveau des défenseurs du côté de l'attaque. Donc, on pourra en plus mettre Aaron Ekblad prêt pour les séries. Donc, non, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Là, du côté de l'attaque du côté de l'attaque des Panthers, ça va être incroyable. Probablement que les joueurs vont jouer pour Claude Giroux aussi. Claude Giroux, on sait pas ce qui va se ramasser l'année prochaine. J'avais oublié Claude Giroux. Claude Giroux qui est là aussi, donc c'est un gars qui a quand même toujours bien joué en playoff, mais il va vraiment avoir un petit goût plus grand cette année de la victoire. Là. Vraiment une équipe devant lui pour se rendre très loin. Donc je pense le speech et je pense que l'équipe va vraiment jouer pour Claude Giroux encore plus. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça, mais quelle offensive. Ça va être vraiment le fun de voir cette série-là. Puis je pense que c'est deux géants, c'est deux grosses équipes depuis des années. Mais là, les Panthers, excuse-moi, sont vraiment à leur place. Il reste à voir si Bobrovski peut faire la job. Cette année, ça va bien. Il reste à voir s'il va pouvoir sortir les grosses pads comme dans le temps qu'il jouait avec le Blue Jackets. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça parce que moi, du côté de l'attaque des Washington, on a peut-être l'avantage numérique qui va faire mal. Mais après ça, si on joue à 5 contre 5, je pense qu'on a un gros avantage du côté des Panthers. Écoute, pour celle-là, on va flyer assez vite. On va faire notre prédiction parce qu'après ça, je vais terminer la réunion puis je vais essayer de trouver une façon de rajouter du temps parce qu'il nous reste genre 4 minutes. Je comprends pas, c'est bizarre. Mais je ne sais pas, d'habitude, ça ne fait jamais ça, mais on va essayer de trouver un peu c'est quoi le problème. De toute façon, on va faire du montage. Comme ça apparaîtra même pas pour vous autres. C'est juste pour nous autres que ça va être un petit peu plus tannant. Mais moi, je vais y aller avec Panthers en 7. Je pense que ça va être quand même une longue série. Mais les Panthers auront le dessus en bout de ligne, trop de profondeur à l'attaque. Devant le filet, c'est un petit peu plus suspect selon moi, mais je pense que l'attaque va probablement réussir à cacher un petit peu ça, ces lacunes-là, parce que la force de frappe est trop grande du côté de Floride.
Je suis d'accord. Moi, je vais prendre les Panthers en 6 parce que je pense qu'on a les meilleurs gardiens de but. On n'a pas encore su si c'est Samsonov qui commençait aussi au niveau du goaler à Washington. Donc, on joue un petit peu encore à la roche et à savoir qui va jouer. Donc, moi, je prends les Panthers en 6. Parfait. Fait qu'écoute, on va prendre un petit break. Puis après Yes. ça, on va revenir avec les séries dans l'Ouest. Au moins, ça a fini bien. On a tout fait ceux-là de l'Est. On va faire un petit montage, un petit claquement de doigts de même. Paf! Puis on va arriver avec ceux-là de l'Ouest. Fait que bougez pas, on vient dans quelques instants. All right. Donc, nous sommes de retour. Alors que Zoom a décidé de nous chasser sans nous prévenir. Bon, OK, il nous a prévenu là, qu'il restait un peu de temps pour l'enregistrement, mais on est en train de parler, moi puis Stéphane, puis tout à coup, paf! Merci, bonsoir. Le Allez-vous-en. bloopers de cette année. Fait qu'on est de retour, fait qu'on a 40 minutes pour faire les séries de l'Ouest. Fait qu'on va, on va débuter ça tout de suite avec la série dont le premier match va débuter dans quelques instants. Et c'est direct là que je m'en allais mettre le stream pour la rencontre. Les Blues face au Wild du Minnesota. Le Wild qui, honnêtement, a connu encore une fois une bonne saison. Un gros merci à Kirill Kaprizov qui a connu une excellente saison. Et du côté des Blues, eh bien, on est encore une fois dans le portrait. D'ailleurs, ils ont même remporté les 3 matchs entre les deux équipes cette saison. Si on fait un peu le breakdown là, des statistiques là, cette saison, l'avantage numérique, large avantage là, du côté des Blues. On s'est classé au 2e rang à 27 % face à 20,5 % pour le Wild, ce qui est bon pour le 18e rang. Des avantages numériques, c'est pas non plus la tasse de thé du côté du Wild. On est en milieu de peloton au 15e rang avec 76 % d'efficacité, alors que du côté des Blues, on est 5e avec 84 % d'efficacité. Moyenne de buts marqués, encore une fois, avantage aux Blues avec 3,77 pour le 3e rang face à 3,72 pour le 5e rang du côté du Wild. Pas une grosse marge de manœuvre entre les deux équipes, donc c'est quand même semblable. Les buts accordés, eh bien, 2,91 pour les Blues et 16e rang pour le Wild avec 3,4 et 11e rang là, pour les Blues avec, comme j'ai mentionné, 2,91. Donc, toutes les statistiques en faveur des Blues dans cette série-là, si on suit vraiment aux chiffres, est-ce que ce sera vraiment ça sur la glace? Comment tu vois ça, cette série-là entre les deux équipes? Écoute, c'est surprenant. Écoute, tu lançais les statistiques, puis on dirait que je les avais pas vues ou je m'en rendais pas compte. C'est sûr que quelle saison des Blues, on les entendait peut-être fort dans l'Ouest, mais pas autant que ça. Puis ça a été, je pense, par effet de comité. Là, si tu regardes les statistiques personnelles de chaque joueur, là, du premier rang qui est Vladimir Tarasenko à 82 points, juste que je te le dirais, mettons, à Torrey Krug à 43, là, c'est 12 joueurs qui ont tous en moyenne 3 à 4 points de différence entre chaque. Donc, on a vraiment joué bien cette année au niveau des Blues. Puis le Minnesota, mais le Wild, je pense, c'est Kirill Kaprizov. J'ai un peu lancé des tomates à lui l'année passée en disant qu'à 26 ans, tu ne peux pas gagner le trophée Calder, mais il est revenu cette année avec un gros contrat. Écoute, il avait eu des grosses négociations cet été. Oui, puis on avait parlé en plus, tu avais mentionné que c'était quand même cher à payer pour Kaprizov, mais là, je pense qu'on vient de voir à quel point que chaque million en valait la peine là, pour ce contrat. En tout cas, du moins pour cette année. On va en rire parce qu'on va parler du Canadien des Hurricanes, mais le Kiki du Wild a vraiment marché cette année, donc pour Kirill Kaprizov. Donc, pas la même catégorie de joueurs, par contre. Non, pas vraiment. Donc, oui, il a fait révéler mes mots cette année. Puis écoute, j'ai appris un petit peu à les écouter cette année aussi. Le Wild, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu sur la glace de Kirill Kaprizov. On a aussi un Matt Zuccarello qui revient aussi pour les séries, donc ça va faire vraiment du bien du côté du Wild. Mais je pense que est-ce qu'on a le même core à Saint-Louis qu'on avait avant? Je pense que les joueurs ont faim cette année. C'est vraiment le fun de voir ça. Puis écoute, ça va passer aussi par soit Veluso au choix de Jordan Bennington au niveau des gardiens de but. Mais du côté du Wild, on a un solide duo là, quand même, là, on va se le dire. Là. On a un Marc-André Fleury là, que je pense qu'il veut tout donner cette année pour gagner notre Coupe Stanley. Et on a aussi un Cam Talbot qui fait vraiment bien cette année avec 32 victoires, 12 défaites. Et on a enfin un bon mentor au niveau de Cam Talbot. Donc, c'est un gars qui va venir prendre vraiment l'expérience de Marc-André Fleury. Et on a acheté, je pense, selon moi, un des meilleurs joueurs qu'on ne parle pas, mais c'est Nicolas Deslauriers. Donc, un joueur qui va se donner corps et âme cette année au niveau du Wild. Donc, j'ai vraiment hâte de cette série-là, mais ça va être robuste. Ça va être robuste. Ça va être robuste, je le dis encore une fois. Ça va être vraiment le fun comme série. J'ai vraiment hâte d'écouter cette série-là pour eux. Si on y va maintenant avec les catégories pour les deux équipes, l'attaque, moi, je vais te laisser y aller en premier. Il me semble que c'était moi qui parle en premier. C'est bien correct, tu peux y aller, tu connais plus les statistiques que moi. Vas-y, écoute, Stéphane, vas-y. Je vais en attaque, je vais y aller avec le Wild, avec une
je vous dirais une petite astérix à cause de Kirill Kaprizov. Je pense que du côté des deux équipes, on a vraiment une superstar avec Kirill Kaprizov, ce qu'on n'a pas du côté des Blues. Par contre, si on est capable de jouer bien défensivement, et on est capable de jouer bien aussi à l'attaque, du côté en comité, du côté des Blues, on préfère mal. On a quand même des bons joueurs là-dedans. On a Jordan Kyrou cette année qui a bien fait avec 1 point par match. On a Robert Thomas qui a bien fait, Buchnevich aussi a bien fait. Tarasenko qu'on ne peut jamais laisser tout seul en enclave non plus. Mais je pense aussi qu'on a des bons joueurs, des bons vétérans comme David Perron qui a bien fait cette année. On a Justin Falk. On a aussi une bonne défensive. Donc, je pense que la relance est peut-être un petit peu meilleure au niveau des Blues. Par contre, je pense que Kirill Kaprizov peut être le genre de joueur qui peut changer l'issue d'un match. C'est pour ça que je le mets. Puis comme je disais tantôt, on a un Kirill Kaprizov. On a aussi un Matt Zuccarello qui revient de blessure. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment on va y aller du côté de Saint-Louis. Mais moi, je pense que vraiment on a un edge du côté du Wild. Ah, bon, vois-tu, c'est complètement l'inverse. On va s'ostiner là-dessus. Yes! Moi, je pense que les Blues ont une meilleure attaque overall. Je pense que du côté du Wild, on a le meilleur joueur des deux attaques en Kaprizov. Mais je pense que collectivement, les Blues ont une meilleure attaque. Je regarde la ligne de centre des Blues avec Robert Thomas, Ryan O'Reilly, que c'est un joueur tellement fiable. Braden Shen, c'est un très bon joueur aussi. Logan Brown comme 4e centre, ça c'est tel quel. Là. C'est pas vraiment. Je pense qu'on peut un peu l'exclure de cette équation-là. Mais du côté du Wild, on a Ryan Hartman qui est correct. Frédéric Gaudreau sur la 2 présentement. Là, évidemment, je me fie sur Daily Face-Off, présentement, l'alignement. Ouais. Joel Eriksson qui est un bon joueur de centre. Tyson Jones qui est quand même un joueur décevant là, depuis le début de sa carrière. Mais je trouve que au niveau de l'expérience, peut-être au niveau du talent, je donne le edge aux Blues pour la ligne de centre. Puis même les alliés. Parce que oui, du côté du Wild, on a Kaprizov. Mais après ça, Matthew Boldy, c'est un jeune joueur. Marcus Foligno, c'est pas un joueur hyper offensif. Jordan Greenway, c'est correct. Kevin Fiala, c'est un bon joueur aussi. Zuccarello, comment il va rebondir de sa blessure? J'ai hâte de voir. Est-ce qu'il va avoir un impact immédiat? Est-ce qu'il va avoir besoin de quelques matchs pour se remettre dedans? Sur la 4 des Lauriers, par exemple, ça, je le prends anytime dans mon équipe. Ah ouais. Mais sinon, lorsqu'on regarde du côté des Blues, on a Buchnevich, que c'est un joueur de talent. Tarasenko, c'est un joueur de talent. Perron est très bon aussi. Brendan Saad, qui n'est pas mauvais. Barbachev, qui a connu sa meilleure saison cette année avec 60 points. Lui, c'est un choix de deuxième ronde. On l'attendait depuis un bout du côté des Blues. 33e au total en 2014. Et il ne faisait pas tant grand-chose depuis le début de sa carrière. Il y a eu, oui, des saisons de 14 puis 11 buts. Mais tu sais, c'est des 26 points en 80 matchs, 26 points en 39 matchs. Mais cette année, il a carrément explosé avec 60 points, 26 buts en 34 matchs. Et là, présentement, il serait sur la 3e ligne. Donc, ça fait vraiment une bonne profondeur. Puis l'autre bord de Braden Shen et de Evan Barbachev, tu as Jordan Kyrou. Et lui, ça, c'est un autre très bon joueur aussi. Donc, je trouve que le top 9 du côté des Blues est très, très, très bien balancé. Ouais. Alors que du côté du Wild, je trouve que Kaprizov, c'est le meilleur joueur du groupe de toutes les deux équipes. Mais c'est derrière lui que ça m'inquiète un petit peu plus. Ah, je suis d'accord. J'ai aussi hâte de voir du côté du Wild comment Frédéric Gaudreau va se comporter. Il a connu une bonne saison, là, l'ancien des Pingouins. Donc, comme je te dis, je pense que Kirill Kaprizov peut changer les sous d'un match, mais tu as raison. Les Blues ont vraiment une équipe qui sont faites pour veiller tard, comme dirait mon grand-père. Défensivement, pour vrai, j'ai envie de dire que c'est sensiblement égal. Je pense que je donnerais peut-être un petit edge aux Blues. Moi aussi. Mais je pense pas que c'est quelque chose de majeur. Je pense pas qu'on peut dire les Blues ont vraiment une meilleure défensive que le Wild. Je pense que du côté de Minnesota, c'est peut-être pas des noms hyper sexy, mais je pense que c'est des noms quand même efficaces. On parle des Jared Spurgeon, Matthew Dumba, John Merrill sur une 3e paire. Goligoski. Goligoski, mais il est-tu blessé, lui, je pense, présentement? Pas dans la façon qu'ils sont. Là. Il n'a pas l'air d'être blessé. Parce que moi, je le vois même pas dans le top 6. Peut-être qu'il joue pas, là, mais il n'est pas... sinon, il y a Kulikov, que c'est pas un défenseur hyper flashy, mais c'est fait quand Spurgeon, même. es-tu blessé? Qui ça? Spurgeon, es-tu blessé? Jared Spurgeon? En tout cas, si je me fie sur Daily Face-Off, il est sa première paire avec Jacob Middleton. Il est correct, c'est donc, ça. il est là. Brodin, c'est un défenseur, encore une fois. Tu sais, c'est pas des défenseurs qui sont flashy, mais c'est des défenseurs qui sont efficaces. Ouais. Du côté des Blues, c'est sûr qu'on a Periaco, c'est un monstre, ce joueur-là. C'est vraiment un bon joueur. On a Justin Falk qui connaît une bonne saison aussi. Nick Leddy qui ajoute une belle profondeur. On a Torrey Krug aussi. Peut-être des noms plus flashy un petit peu, mais je pense qu'au total, ça s'équivaut quand même pas pire, mais je donnerais un petit edge aux Blues. Moi, je donne un edge aux Blues aussi pour 2 raisons. Colton Periaco, il a la Coupe cette année, il y a 3 ans. Puis Torrey Krug. Torrey Krug qui a toujours été très, très un gars de compétition.
Avec Boston l'été aussi. Là, je pense que revenu qu'une bonne saison, mais c'est un gars, je pense, qui peut exploser en série. C'est un gars qui peut prendre du leadership dans cette défensive-là. Mais comme tu as dit, c'est pas très sexy du côté du Wild, mais c'est efficace. On a des joueurs qui sont établis, mais du côté des Blues, moi, je pense qu'on a un petit edge là-bas. Devant le filet, j'ai envie de donner le edge au Wild. Je pense que Marc-André Fleury, c'est un gardien qui, oui, connaît des bourdes des fois en série. On l'a vu l'année passée avec les Golden Knights contre le Canadien. Sa fameuse bourde derrière le filet qui a donné un but égalisateur et le Canadien qui a remporté le match par la suite. Mais quand c'est un gardien qui est dans sa bulle, c'est un gardien qui est dur à battre. Du côté du Wild, pas du Wild, mais des Blues, oui, Ville Husso a été bon. Mais je ne suis pas prêt à dire qu'overall, les Blues ont un meilleur duo de gardien de but. Je pense que Cam Talbot aussi peut faire le travail, sinon si Fleury ne... Je pense que du côté des deux équipes, on a un bon duo. C'est sûr que Bennington, on ne sait jamais lequel Bennington qu'on va tomber. Est-ce qu'on va tomber sur le Bennington qui a remporté la Coupe Stanley ou le Bennington post-Coupe Stanley, justement, où il en a arraché un petit peu plus. Mais je pense qu'il peut quand même venir en relève au cas où que ça ne marche pas avec Rousseau ou qu'il y a une blessure. Mais du côté du Wild, on a un bon gardien aussi en Talbot. Mais je pense que je vais donner un petit edge au Minnesota avec Fleury. Oui, je suis d'accord. Puis moi, je donne pas juste un petit, je donne un avantage total du côté des Wild. Pourquoi? Parce qu'on a l'expérience avec Marc-André Fleury. On a aussi un deuxième qui a bien marché toute la saison. Tandis que du côté des Blues, on a un Jordan Bennington qui est beaucoup trop émotif depuis quelques années. Il n'a pas connu une excellente saison non plus, même avec 37 départs, avec 18 victoires, 14 défaites. Donc, je pense que cette année, vraiment, on va y aller du côté de Marc-André Fleury. Et je pense que c'est un gars, quand il ne joue pas contre le Canadien, il est tout le temps dominant. Je pense que le problème, c'est le Canadien. Donc, je pense qu'on va connaître une bonne série. Surtout ce qui est sorti des médias, il n'y a pas très long. Là, je pense que c'est hier ou avant-hier, disant qu'il n'a pas aimé ses trop derniers départs, donné trop de buts. Donc, si on peut avoir un Marc-André Fleury dans sa bulle, comme tu disais tantôt, je pense qu'on va avoir vraiment un avantage du côté du Wild. Ça va être difficile, mais comme je t'ai dit, ça va jouer rough devant le filet. Marc-André Fleury va être brassé devant le filet, mais je pense que depuis les dernières années qu'il a joué dans l'Ouest, c'est habitué. Donc, on a vraiment l'avantage du côté du Wild de ce côté-là. Mathieu, deuxième but du match, 5-0. Donc, Tampa Bay, je pense qu'on peut dire bonsoir, ils sont partis pour ce soir. Mathieu, deux buts, hein. Sinon, le verdict pour cette série-là, ta prédiction? Je vais y aller avec le Wild en 7. Quand même. Moi, je vais aller avec Minnesota en 6 parce que même si j'aime mieux l'attaque du côté des Blues, la défensive, c'est sensiblement pareil. Le Wild a toujours le don de sortir des équipes qui ne devraient pas sortir, entre guillemets. Je sais que techniquement, c'est eux qui sont les favoris. Là. C'est eux qui ont une meilleure fiche que les Blues. Mais on se rappelle dans le passé, surtout une série contre l'Avalanche du Colorado, je pense que c'est arrivé deux fois là, dans les dernières années, où l'Avalanche devait leur passer sur le corps, mais finalement, ils ont tout le temps eu des upsets du côté du Minnesota. Je pense que cette année, ça ne serait pas un upset, techniquement, s'ils gagnent contre les Blues, parce qu'évidemment, comme je viens de mentionner, ce n'est pas les underdogs de la série. Non. Mais selon moi, je pense que les Blues ont un meilleur alignement, mais que les Blues vont quand même, le Wild va quand même s'en sortir avec une victoire dans cette série-là. Je suis d'accord. Prochaine série qui va débuter également ce soir, les Oilers face aux Kings. Et ça, je la trouve intéressante, cette série. Oh, tellement! Parce que les Oilers, comment vont se comporter en série, premièrement, et les Kings, eux aussi, comment ils vont se comporter en série, parce qu'il n'y a pas grand monde qui voyait les Kings en série cette année. Je pense qu'on s'attendait à ce que ce soit une équipe qui progresse, mais peut-être pas à ce point-là. Si on regarde là, du côté des affrontements des deux équipes, les Oilers qui ont gagné 3 des 4 matchs. Si on regarde au niveau de l'avantage numérique, 3e rang pour les Oilers avec 26 %, 27e rang avec les Kings avec 16 %, donc une bonne différence. Les avantages numériques, c'est pas fameux du côté des deux équipes. On a 79 % pour les Oilers avec le 17e rang, 76 % pour les Kings, 22e rang. Les buts pour les Oilers sont au 8e rang avec 3,48, alors que les Kings, 20e rang, 2,87, donc c'est pas très fameux. Non. Les buts accordés, les Oilers à 3,06 pour le 18e rang et les Kings au 10e rang avec 2,83. Ouais. Est-ce que les Oilers peuvent finalement se rendre en deuxième ronde des séries et pas avoir trop de l'air mauvais sur la glace? Écoute, je vais me dire ce qui me ferait dans cette série-là. Premièrement, c'est que les affrontements des deux équipes, les Oilers ont un avantage 3-1. OK? Deuxième chose qui me fascine, c'est que si tu enlèves Connor McDavid
et Leon Draisaitl du roster des Oilers. Et tu regardes après ça, le prochain marqueur, c'est Zach Hyman à 50 points. 54 points. Si tu prends le deuxième meilleur marqueur des Kings, c'est Andrew Kempe à 54 points. Donc, les Oilers, c'est toujours la même chose. Est-ce que Connor McDavid et Leon Draisaitl peuvent fournir assez de points par match pour battre les Kings? Je pense que c'est ça le problème avec cette concession-là présentement. Et du côté des Kings, on va jouer une game. Moi, en tout cas, je présente une game archi plate. Évidemment, on va avoir Andy Kopitar puis de Philippe Danault comme un centre numéro 1, centre numéro 2. Ça va être à la Guy Carbonneau d'un culotte du joueur là de bord. Donc, on va essayer le plus possible d'éteindre les feux du côté des Oilers. Mais je vois ça en deux temps. De mon côté, c'est soit que les Oilers vont écraser les Kings ou soit que les Kings vont faire un peu le coup du Canadien l'année passée contre les Jets. Ou contre les équipes, là, peu importe qui ont joué. Là, Donc, j'ai hâte de voir comment ça va aller, mais moi, j'ai pas beaucoup de feu du côté de Los Angeles, mais j'ai l'impression qu'ils vont jouer une game tellement plate, puis la trappe tellement plate que les Oilers vont se faire avoir encore. Donc, je suis un peu mitigé dans ce côté-là. Ben écoute, je pense que tu as mis le doigt sur le bobo dans cette série-là. C'est que du côté des Oilers, on a deux attaquants de premier plan, de très bons attaquants, McDavid, Draisaitl. Mais du côté des Kings, on a les deux meilleurs joueurs de centre pour les atteindre. Ah ouais. Fait que, honnêtement, moi, j'ai pas trop confiance aux Oilers, mais avant d'y aller avec notre verdict final, on va y aller quand même avec le face-à-face dans les trois catégories, attaque, défense et gardien de but. L'attaque, je vais, je vais la donner aux Oilers parce qu'on a les deux meilleurs joueurs offensifs dans cette série-là. Soit McDavid et Draisaitl, mais Ouais. comme j'ai mentionné, s'ils se font éteindre par Dano puis Kopitar, ça ne sera pas chic par la suite. Mais sur papier, c'est dur de cracher contre deux joueurs de 100 points et plus. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Puis c'est surtout que c'est deux game changers. Là. Oh, boy, ça brasse du côté de Toronto. Je m'excuse, là. Vous savez que j'aimais les combats, là, mais c'est en train Moi, je de suis en tout train de dropper. regarder Minnesota-Saint-Louis en ce moment. C'est en train de tout dropper, les boys. Les gars volent, puis tout. Écoute, ouf, ça va être le fun à regarder. Ça va être le fun à regarder. Donc, comme on parlait, les Oilers, oui, effectivement, mais je pense que, comme je te disais un petit peu avant le podcast, il y a eu quelque chose qui s'est passé depuis une vingtaine de rencontres au niveau des Oilers Edmonton. On a amené un jeune là, qui est problème avec un cancer du cerveau ou quelque chose. Puis j'ai l'impression que, tu sais, on sent des équipes qui vont être bons, on sent une équipe qui rentre dans les séries avec la confiance. Oui, ils sont bons au cours des 15 à 16 derniers matchs du côté des Oilers, mais je sens qu'on a une autre sorte de vibe là-bas. Je sens qu'on veut changer le momentum. Je sens que Connor McDavid, même s'il fait des points, essaie d'être meilleur défensivement. Il a quand même fini à plus 28 cette année. Là. Faut pas l'oublier, là, ça fait une couple d'années qu'on voyait Connor McDavid à quoi? Plus 1 à moins 8. Là. Ça finit toujours dans ces côtés-là. Mais je pense que cette année, on a mis la deuxième guerre. Puis je pense que ça va vraiment étourdir les Kings de mon côté. Je peux pas prendre offensivement les Kings. Personne ne peut prendre les Kings offensivement. Là, ils sont plus 3 dans l'année au niveau des buts pour, buts contre. Si on s'en va du côté des Edmonton, on est plus 38. Donc, le problème avec Edmonton, c'est qu'on accorde beaucoup trop de buts. Je pense pas qu'on a le meilleur goaler sur la glace. Donc, c'est vraiment là. Si les gardiens de but, si Mike Smith goal sur sa tête, je pense qu'on a une chance facilement. Si la série est plus serrée et que les goalers sont pas bons des deux côtés ou juste d'un côté, il va falloir que la machine offensive d'Edmonton fonctionne encore à plein régime. Les Blues viennent d'avoir un tir de pénalité, c'est Barbachev, puis Fleury a fait un arrêt. Eh, Partant, un tir de pénalité incroyable. pour débuter la série. C'est incroyable. Quand même Il pas est pire. incroyable. Sinon, du côté de la défensive, c'est drôle parce que du côté des Oilers, on a plein de noms qui sont intéressants offensivement. On a des Donald Nurse qui est quand même bon défensivement, capable de produire offensivement. On a Evan Bouchard, Tyson Barrie, Chris Russell, Duncan Keith qui sont surtout reconnus pour, même Cody Ceci à la limite, pour leur offensive. Alors que du côté des Kings, c'est une défensive tellement plate, mais qui fait le travail défensivement avec les Handlers, les Matt Roy, Mike Anderson, Oli Mata, Sean Durzi, Jordan Spence. Là, il ne faut pas oublier que Drew Doughty est blessé. Ça, c'est une grosse perte. Il ne faut pas oublier aussi du côté... ça brasse du côté du Minnesota aussi. Excuse-moi, je viens de voir... ça va être mon dans le coin de la patinoire. Ça va être mon goal. Mais il ne faut pas oublier aussi que du côté des Kings, on est privé de Victor Arvidsson, qui est un autre joueur offensif. Donc, ça aussi, ça peut peser dans la balance. Mais je ne sais pas à qui donner l'avantage pour la défensive, parce que d'un côté, tu as une défensive offensive, puis de l'autre côté, tu as une défensive défensive.
Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu bizarre, mais moi y aller avec égal. Je pense que les deux défensifs ont leur force et leur faiblesse, puis je pense qu'overall, ça va s'égaliser, mais... Moi, je vais donner avantage à Edmonton pour une raison, tu l'as dit tantôt, c'est que Drew Doughty est blessé. Si Drew Doughty est dans le line-up, 2, 3e, 4e rencontre, hey man, il y a du sang partout. Désolé, je capote. Donc, je m'excuse tout le monde. Donc, je pense que si Drew Doughty est dans le line-up, c'est top. J'ai des écrans partout, tout le monde se bat. Là. Donc, je pense que si Drew Doughty est dans le line-up, c'est une autre affaire. Il n'a pas joué beaucoup de matchs cette saison, mais il a quand même été quasiment 1 point par match. Par contre, du côté d'Edmonton, je pense qu'on a un Darian Nurse qui peut vraiment, pas offensivement, mais peut contrôler le match un petit peu mieux que les défenseurs du côté de Los Angeles. Puis on a un Tyson Barrie aussi qu'il ne faut pas oublier. Donc, moi, je pense qu'on a beaucoup plus de stabilité défensivement au côté d'Edmonton. Notre problème à Edmonton, c'est toujours la même chose. On en parle depuis le podcast numéro 1, puis on va en parler l'année prochaine s'il ne va pas de changement cet été. C'est le goaler. C'est vraiment là le problème. On a Cody Ceci aussi qui est pas mauvais à la défensive du côté d'Edmonton. Tandis que moi, de Los Angeles, il n'y a rien qui sort là qui m'intéresse. Là. Pour vrai, il n'y a pas grand-chose qui sort de l'ordinaire pour moi. Là. Fait que je prends vraiment avantage côté d'Edmonton. Faut pas oublier aussi que du côté des Oilers, on a un certain Brett Kulak aussi qui est là. Ben oui, notre Brady. Bon défenseur défensif de profondeur, mais je pense pas que c'est lui qui va changer la donne là, dans tout ça. Devant le filet, ben, tu viens de le mentionner, là, du côté des Oilers, je suis pas capable de donner un avantage quand tu as Mike Smith et Mikko Koskinen comme deux gardiens. Par contre, du côté des Kings, c'est mieux, mais c'est pas. T'as pas de gardien d'élite là-dedans. Là. Jonathan Quick, ses meilleures années sont pas mal derrière lui. Carl Peterson, c'est un bon gardien, mais c'est pas un Shesterkin ou un Vasilevski. Mais en raison du fait que du côté des Oilers, c'est vraiment pas fameux que Mike Smith et Koskinen, j'ai pas le choix de donner ça aux Kings. Effectivement. Puis écoute, c'est une statistique que j'ai vu passer tantôt en m'en venant à la maison, là, mais Jonathan Quick, 36 ans, Mike Smith, 40 ans. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu deux, on va dire, vieux goalers dans la ligue s'affronter en série, là, parce que je pense pas qu'on peut prendre Carl Peterson au sérieux, puis Mikko Koskinen, là, écoute, si Mikko Koskinen, il faut arrêter, là, il peut gauler sa tête 2 games, mais pour ça, en laisser 33 buts passer en 2 rencontres. Là, fait que je pense que, comme tu dis, c'est pas devant le flex que ça va jouer. Le point de cette série-là, là, on le dit depuis tantôt, c'est est-ce que les Devils de Los Angeles vont réussir à contrer les Oilers d'Edmonton? Donc, j'ai hâte de voir. Les Devils de Los Angeles? Ouais, avec la trappe, c'est pour ça que je dis ça. Okay. Je parle de la trappe des Kings. Là. Donc, est-ce qu'on va être capable de jouer assez bien défensivement, assez longtemps, assez constamment contre la grosse machine offensive? Parce que c'est le genre de série qu'on va probablement avoir un 7-0 ou un 7-1 un moment donné. Là. Ça ne serait pas surpris. Là. Sortez pas de votre chaise, là. Sortez pas les fancartes, ça va arriver. Là. Donc, j'ai hâte de voir comment que ça va aller. Donc, prédiction pour cette série-là? Edmonton en 6. Oh, tu penses qu'Edmonton vont gagner? Moi j'ai mis les Kings. Moi je pense pas que. Moi, je pense on n'est pas pareil, non? Ça va encore choquer. Ah non, non. Je pense que Kopitar et Dano vont tellement étouffer cette attaque-là que ça va être des matchs plates, comme tu as mentionné, de 3-1, 4-2 maximum. Mais non, pas capable de mettre les Oilers. J'aimerais ça, c'est une équipe canadienne, j'aimerais ça qui passe en avant, mais au deuxième tour, mais ça leur prend un gardien de but. Moi, je pense que Doughty va trop faire mal. Peut-être, mais c'est dur de bêter contre Dano et Kopitar pour arrêter McDavid et Draisaitl, pour vrai. Là. Avec ce que Dano a fait l'an dernier contre les meilleurs attaquants adverses, là, il était tout seul à Montréal pour faire ça. Oh, les Blues viennent de marquer un premier but. Oh, et David Perron en plus. Oh, content. Oh, je suis content. Il y a eu Greenway s'est fait sortir à cause qu'il a donné un coup de poing dans la face de. Ouais, c'est ça, ça brassait tantôt. Tarasenko, puis ils ont donné un rudesse. Donc, écoute, on sort un peu du sujet, là, mais on regarde les rencontres en même temps. Là, on est un peu distrait, mais si je regarde comment que je pourrais dire en français, les arbitres fonctionnent présentement, on sévit beaucoup sur les rudesses après le sifflet. Là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir si ça va continuer dans le reste des playoffs. Mais ouais, pour venir à ce que je disais, moi, je pense que du côté des Oilers, là, ça ne marchera pas encore cette année, mais j'aimerais ça, mais je ne suis pas capable de bêter contre un gars comme Philippe Dano et Kopitar, les deux meilleurs centres défensifs de la Ligue pour étouffer les attaquants adverses. Tant mieux si Oilers, je pense, mais je pense pas que ça va aller. All right. Tout le monde de production.
Donc, je vais dire les Kings en. Moi, donner en 6 quand même. Là. Je pense que je vais donner 2 games Warriors Ah, pareil. ouais, mon Dieu, OK. Ça ne sera pas un coup de balai, là, mais je pense que les Kings vont sortir victorieux de cette série-là. Prochaine série, et celle-là, elle m'intéresse en maudit parce que ça fait longtemps que j'avais hâte de voir les Flames connaître une bonne saison. Ouais. Ils l'ont fait. Et là, ils vont jouer contre les Stars de Dallas, qui est une équipe quand même le fun à voir aller avec les Robertson, les Ropey Ince. C'est toujours les Tyler Seguin aussi. Les Ice Cannon en défensive. Donc, vous aurez deviné les Stars contre les Flames pour cette série-là. Si on regarde le match-up entre les deux équipes, les Flames qui ont remporté 2 des 3 matchs contre les Stars. Ouais. Si on regarde du côté des statistiques, l'avantage numérique, c'est assez similaire. On a 22,9% pour les Flames pour le 10e rang, 22,4% pour les Stars pour le 11e rang. Des avantages numériques bien meilleurs du côté des Flames qui sont dans le top 10 avec 83% pour le 6e rang. Du côté des Stars, on est à 79 avec le 17e rang. Les buts pour, c'est aussi le jour et la nuit. Là, on a les Flames au 6e rang avec 3,55 buts marqués par match. Du côté des Stars, on est au 21e rang avec 2,84. Buts alloués, 3e rang du côté des Flames avec 2,51 par match. Et les Stars sont à 14e rang avec 2,98. Donc, si on regarde les statistiques, tout va nettement à l'avantage des Flames. Oui, puis solide, là. J'ai regardé les statistiques pendant que tu parlais, là. Les Stars de Dallas sont la seule équipe à arriver négatif au niveau différentiel des buts marqués, buts contre en série avec -8. Et on est à plus 85 du côté de Calgary. Donc, on est vraiment ailleurs au niveau des buts pour, buts contre. Écoute, c'est une saison tout feu, tout flamme. On l'a dit depuis le début, on fait des jeux de mots avec ça. Mais écoute, c'est une saison de fou du côté de Calgary. J'ai juste hâte de voir si ça va se continuer. Évidemment, Matthew Tkachuk à 104 points, 42 buts. Johnny Gaudreau, 40 buts, 115 passes. 115 points avec 75 passes. On oublie aussi souvent Lindholm qui traîne à 1 point par match en arrière. On a Andrew Mangiapane, on a Rasmus Anderson qui sort un petit peu cette année du lot. Anna Finn, Backlund, Coleman. Donc, on a tellement d'attaques du côté de Calgary. Par contre, Dallas, on a l'expérience. On a des gars qui sont robustes. On a des gars qui savent jouer au hockey. On a un Jeremy Benn qui n'a pas marché cette année, mais qui peut faire une différence, je pense, en série avec Tyler Seguin, qui n'ont pas connu une mauvaise deuxième période de la saison non plus. On les avait un peu critiqués au début de la saison, moi puis toi, après une vingtaine de matchs. Ils ont quand même rebondi quand même pas si pire en deuxième moitié de saison. Mais on a Joe Pavelski à 1 point par match. Est-ce que ça va être la différence en play-off? Moi, je pense pas. Je pense que c'est coulé dans le béton du côté de Calgary. Je pense qu'on a beaucoup trop à offrir du côté de Calgary. Puis je pense qu'on a un des top 5, sinon top 3 gardiens de la Ligue nationale, donc avec un Jacob Markstrom. Donc, pas que je n'aime pas Oettinger, que je trouve qu'il a fait une excellente saison avec 30 victoires, mais je pense que du côté de Calgary, on a vraiment un avantage en avant le filet. Bon, on va y aller avec les catégories en général. L'attaque, moi, je pense que du côté des Flames, là, c'est un net avantage. Tu as mentionné tantôt là, les différentiels de but pour, but contre. Tu sais, quand tu as Gaudreau, Lindholm, Tkachuk, mais tu as aussi Toffoli qui s'est ajouté cette année. Ah, oui. Dylan Dubé, qui c'est pas un marqueur naturel, mais toujours capable d'aller chercher des gros buts. Mangiapane aussi, même chose. Backlund qui n'est pas mauvais aussi. C'est difficile de gager contre eux autres. Du côté des Stars, c'est oui, on a Robertson, Ince, puis Pavelski. Mais Jimmy Benn, ça va donner quoi? Tyler Seguin, ça va donner quoi? Gurianov, Radulov, c'est tous des joueurs qui me laissent un peu mi-chaud, mi-froid, honnêtement. Là, c'est pas des joueurs qui m'intéressent tant que ça. Donc, je pense que j'aurai un avantage aux Flames là, pour l'attaque. Oui, puis écoute, on a eu déjà des rumeurs que Radulov retournera en Russie. Donc, tu sais, il y a plein de choses qui n'ont pas aidé, je pense, en fin de saison. Je pense que la bataille entre Vegas et Dallas, Nashville, a fait en sorte qu'on a eu un petit hype du côté de Dallas, mais je pense qu'il est éteint. On a un John Klingberg en début de saison, ne voulait pas jouer là, qui l'a annoncé aux médias, puis qui finalement a passé la saison là. On a aussi un Ryan Suter qui est vieillissant, qui n'a pas super bien fonctionné cette année. Donc, on n'a vraiment pas, je pense, l'attaque qu'on a là. Moi, du côté de Calgary, il y a une personne aussi qui n'a pas connu une très bonne saison, c'est Sean Monahan, avec seulement 23 points. J'ai hâte de voir s'il va pouvoir peut-être relancer sa saison en série. C'est un joueur qui était tellement important pour les Flames au cours des dernières années. Donc, je trouve ça vraiment plate de voir ça. Là. C'est vraiment une chute, mais une chute solide. Là. Donc, écoute, on va y aller en rafale parce qu'il nous reste encore un maudit 10 minutes pour closer ça. Sérieux. Je suis capable. Oui, inquiétez-vous pas pour les prochains podcasts, on va s'arranger autrement, mais c'est la première fois que ça nous fait ça avec Zoom.
Mais bon, sinon, défensivement, je pense que du côté des Flames, on a une défensive assez intéressante. On a des joueurs de pas mal tous les types. On a des joueurs robustes, on a des joueurs offensifs, des joueurs défensifs. Anderson a connu une bonne saison. Annefin qui est bon défensivement. Zadorov qui est très robuste. Moi, je l'aime, Nikita Zadorov. C'est pas le défenseur le plus talentueux, mais il frappe comme un train. Puis je pense qu'en série, on a besoin de ce genre de défenseur-là. Du côté de Dallas, on a Klingberg, Iskanen, Suter qui n'est pas mauvais non plus. Esa Lindell qui est très sous-estimé. On a un bon top 4. La troisième paire, je la trouve un petit peu plus suspecte, mais je vais donner quand même un petit edge là, aux Flames. Ah, et puis un gros edge pour moi, là. OK. Ouais, gros wedge, that's it. Gros edge. Devant le filet, je pense qu'on a glissé un mot tantôt là, du côté des Flames. On y va avec Markstrom. Jake Huntinger, moi, je l'aime bien aussi, mais Markstrom a connu toute une saison. Il ne faut juste pas qu'il choke en série, mais je ne penserais pas. Il a connu une très belle année, puis avec l'équipe qu'il y a devant lui, il va avoir un pas pire coussin là, pour bien jouer. Je vois avec un Flames en 5. Moi, je pense pas que les Stars ont ce qu'il faut pour veiller tard, honnêtement. Je pense que les Flames vont se débarrasser des Stars assez facilement. Écoute, moi, je vais aller à full pin, full bâton, full beurre, en Calgary en 4. Oh, OK, un balayage complet. Oh, ouais. On passe le balai. Ça va être plat du côté de Dallas. Bon. Dernière série, puis ça sera pas une série qu'on va vraiment s'éterniser, je pense, du côté de Nashville face au Colorado. Du côté de cette saison, eh bien, les deux équipes là, qui ont... Étrangement, les Prédateurs ont gagné 3 des 4 matchs entre les deux équipes. Ça a été serré. Non, ça a été serré. Quand même. Par contre, le gros bémol qu'il faut mentionner, c'est que UC Saros ne sera pas là pour les 2 prochains matchs, les 2 premiers matchs de la série, puis ça va faire mal. Je pense que ça va pas mal se jouer là. Oh, ouais. 2 matchs au Colorado en plus. Je pense que l'Avalanche, là, ils vont se payer un vrai festin offensif contre les Preds, malheureusement. Les Preds, ça a été le fun cette année. Le seul point négatif, c'est qu'ils pognent le Colorado au premier tour. Ouais, écoute. Non, puis offensivement, tu sais, le meilleur pointeur est du côté des Prédateurs avec Roman Josi, 96 points. Là. Donc, le meilleur pointeur des deux équipes, c'est quand même un défenseur offensif de Nashville. Mais je pense que vraiment, là, comme tu dis, le fait que le gardien de but, Juuso Saros, ne sera pas là, ça va faire mal parce que du côté de l'Avalanche, on a un solide duo. Là. Si Darcy Kuemper ne marche pas une journée, on a Pavel Francouz qui peut venir. C'est la même chose pour l'autre bord. Donc, les deux ont une même fiche à peu près au niveau du pourcentage d'arrêt. On a vraiment un duo de goalers pour veiller tard du côté de l'Avalanche. Puis évidemment, mais on a eu un bon réveil de Matt Duchesne puis Philippe Forsberg avec Michael Granlund du côté de Nashville, mais Colorado est de loin trop fort. Là, on a un Nathan McKinnon qui n'a pas joué toutes les rencontres cette année, Nazem Kadri non plus. Carl McCarr a joué 117 rencontres. On a vraiment. Puis Gabriel Landeskog a joué 51 matchs. Donc, on a vraiment le noyau offensif de l'Avalanche qui n'a pas joué toute la saison puis qui ont quand même réussi à dominer l'Ouest totalement avec 119 points, plus 78. Donc, j'ai vraiment hâte de voir cette série-là, mais je pense que ça va être malheureusement un walk in the park pour Colorado. Écoute, pour les catégories, je pense que je vais te poser la question autrement. Est-ce qu'il y a vraiment une catégorie qu'on peut donner à Nashville dans cette série-là? La seule chose qu'on pourrait donner, c'est la défensive à cause de Romagny aussi. Mais on a un Kyle McCarr, l'autre bord, qui est aussi, sinon plus, dominant. On a Devin Taves qui connaît une bonne saison. Samuel Girard aussi qui est là. Rendu là, je pense pas qu'on peut donner davantage vraiment aux Preds. Il n'y a aucun avantage. Moi, ça va être mon balayage là, de cette série-là, des séries. Là, je pense que du côté de Nashville, les 2 premiers matchs vont trop faire mal là, sans UC Saros. Ah oui. Avec la force de frappe de l'Avalanche. Fait que je donne un Colorado en 4, là, mon cher. Ah, mais c'est bon. Moi, je vais les prendre en 5. Conservateur. Un match à Nashville? Ah, je pense que le retour de Saro au 3e match à domicile va probablement. Je vous dirais à Nashville, va probablement aider. C'est pas impossible, mais moi, je pense que du côté de Nashville, on ne sera pas capable de rivaliser avec toute cette force de frappe-là. Ça se peut qu'ils gagnent un match. Ça se peut très bien. Écoute, ils ont battu quand même 3 fois cette année. Mais je pense que le Colorado va le couteau entre les dents, surtout après la déception de l'an dernier. Là. Ah oui. Je pense qu'ils vont revenir assez fort là, cette année. Fait que, on va aller avec un beau petit coup de balai. Je suis d'accord avec ça. Ben écoute, Stéphane, un gros merci de ta précieuse collaboration encore une fois. Puis je m'excuse pour cette niaiserie-là avec Zoom. Il nous reste 5 minutes pour closer. Fait que, comme je vous dis, si vous voulez participer au pool des séries, allez sur ma page de Hockey sur demande. Un pool bien le fun. D'ailleurs, je pense que j'ai oublié d'écrire terminé pour le match de Colorado. Pas Colorado, mais Minnesota Saint-Louis. Mon père, je ferai ça là, après le podcast. Mais oui, si vous voulez participer au pool des séries, c'est gratos.
Vous pouvez gagner un prix à la toute fin. Les détails sont sur mon site également sur Hockey sur demande, donc allez voir ça. Sinon, la semaine prochaine, bilan pour le Canadien. Vu que les séries vont être entamées, fait que les prédictions vont être faites pour cette semaine. Fait qu'on va se concentrer plus sur le CH pour la semaine prochaine, voir un peu qu'est-ce qui pourrait se passer cet été, comment on a trouvé la saison en général. Mais je pense que vous avez déjà une petite idée, mais on va quand même faire le tour là, de la saison du Canadien. On va faire un retour en même temps sur les matchs qui ont eu lieu cette semaine. Oui. Écoute, à soir, on est gâtés. 5-1 les Hurricanes qui ont gagné contre les Bruins avec une fin de match complètement incroyable en troisième période. Et je ne le dis pas, mais 102 minutes de punition entre le Lightning et les Maple Leafs. Il faut se souvenir que l'entraîneur des Maple Leafs avait dit « Je vais mettre du monde robuste dans mon line-up parce que je pense que ça va brasser. » À date, gagne son pari. 5-0. 5-0 les Leafs. Donc, vraiment hâte d'avoir cette série-là. Ça va être le fun. Yes, fait qu'on va s'en reparler la semaine prochaine. Pas mal sûr qu'on va avoir pas mal de stock à dire sur ces matchs-là. Ça commence déjà là, à se passer des affaires là, dans les premiers matchs. Donc, pas mal sûr qu'on va avoir bien du stock en masse. Puis on va se trouver une autre manière de faire le podcast. Parce que c'est pas vrai qu'on va se couper à toutes les 40 minutes. Okay. No way. Non. On en fera 2 par semaine non plus. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 23 qu'on va être rendu. Yes. Merci tout le monde. Bonne soirée, bonne semaine. À plus.